Bonjour Bernard Duchâtel. Bonjour Domitille. Bienvenue dans ces Astro-Rencontres et merci d'en être le nouvel invité. Donc si vous avez déjà visionné des Astro-Rencontres, vous connaissez ma première question, celle qui n'y va pas par quatre chemins. Est-ce qu'on pourrait faire connaissance avec vous, si tant est qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, à travers votre thème natal? Est-ce que vous seriez OK pour nous le partager et nous le raconter? Oui, bien sûr, tout à fait. OK, alors je partage. Mais alors, vous voulez que je fasse une mini-interprétation en quelques minutes, c'est ça? Oui, et voilà, exactement. C'est ça. Bon, en fait, c'est assez simple. Enfin, disons que j'ai toujours pris l'habitude de départager mon thème astral en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie idéale, celle que l'on voit avec la 9e maison, la conjonction Soleil-Mercure-Vénus en 9e maison, ce qui explique entre autres mes grands voyages, les intérêts spirituels. Voilà, c'est le côté idéaliste à de nombreux niveaux de mon thème. Ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire, en fait, ça tourne autour de Mars. Mars est en Sagittaire, il explique aussi beaucoup mes voyages, il est justement au carré de cette maison 9, mais on voit, j'ai mis les déclinaisons à droite, il est relié au nœud lunaire, il est au carré du Soleil, donc il est opposé à Jupiter, il est maître du Scorpion où j'ai Saturne et la Lune, et ça représente un peu toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon existence. Une enfance compliquée, un père assez violent, ça c'est pour Mars-Soleil bien sûr, une lune en Scorpion au carré de Pluton qui n'est pas évidente, en tout cas au départ, même si je considère que c'est une bonne lune, mais qui peut être obsessionnelle, très intense. La lune un peu trop proche d'ailleurs de Saturne, et donc les deux dépendants de Mars. Et cette relation de Mars au nœud lunaire, on voit ça avec les déclinaisons, là sur la droite, et qui est compliqué, ce qui fait que j'ai eu pas mal d'accidents, de maladies, enfin une vie aventureuse mais parfois difficile. Et puis la troisième partie, qui est pour moi sans doute la plus importante, c'est Uranus à l'ascendant, conjoint au nœud lunaire sud, et qui fait que j'ai vraiment pris les choses en main assez jeune, la quête de la liberté uranienne, la quête de la révolution de la conscience, et la conjonction à Ketu. Ça m'a pris du temps à comprendre l'importance de cette conjonction, parce qu'il y a des traits de mon existence qui sont un peu inexplicables si l'on n'intègre pas le nœud lunaire sud, c'est-à-dire Ketu, c'est-à-dire le nœud lunaire spirituel, dans l'équation de mon thème, on va dire, comme le fait que j'ai pris une décision très uranienne à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de me faire végétarien, d'arrêter complètement la consommation d'alcool. C'était une décision uranienne. Uranus était entré au trigone de mon soleil en 9. Mais le but de cette décision, c'était vraiment Ketu, qui est lié à la simplicité, à l'austérité, à une sorte de recherche ascétique. Non que je sois un ascète pour autant, mais voilà. Donc Uranus à l'ascendant avec Ketu a décidé de ma carrière astrologique, de très nombreuses choses et du chemin que je continue à poursuivre. Voilà un petit résumé de mon thème, on va dire. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Bernard d'avoir accepté de nous le partager. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'astrologie telle que vous la pratiquez? Alors, pour moi, l'astrologie, alors évidemment, ça s'est construit pendant de nombreuses années, mais je la pratique, j'ai plus ou moins essayé de travailler sur les concepts d'horizontalité et de verticalité. Ce qui fait que pour moi, on a toute l'analyse, la vision, l'exploration du thème astrologique
avec les signes, avec les maisons, avec les aspects, avec tout ce que l'on connaît, avec donc toute la grande complexité psychologique, et pas seulement, souvent événementielle. Donc tout ça, c'est l'horizontalité. Et là-dessus, je cherche à révéler la verticalité, c'est-à-dire à trouver un chemin, un sentier dans ce paysage astrologique, considérant que ce sentier va révéler le sens de la vie, va révéler la destinée, c'est-à-dire la destination. Ce sont deux mots très proches, bien sûr, et destination signifiant à la fois la fonction, donc la fonction que l'on a, je ne parle pas de l'activité professionnelle, mais de notre fonction par rapport non seulement à l'humanité, mais on va dire au vivant, et puis l'endroit où l'on se rend, c'est-à-dire le but véritable de notre existence, le sens de la vie, les mystères derrière l'existence, derrière la vie et la mort, et ainsi de suite. Donc c'est ma conception générale, et puis ensuite je la décline avec certaines particularités, comme par exemple je n'utilise pas les dominantes, les astres dominants, mais je travaille sur les aspects dominants, ce genre de choses. Donc là, bon, je pourrais élaborer encore assez longtemps, on va dire. Ok. Et ce qui fait aussi votre particularité, c'est que vous vous appelez vous-même un astrologue vagabond ou voyageur, je ne sais plus exactement. Vous avez sillonné l'Inde, le Népal, le Sri Lanka, il me semble aussi les États-Unis, la Californie. Et ce que je trouvais super intéressant dans votre parcours, c'est que vous disiez que vous étiez très inspiré par l'astrologie védique, mais que finalement vous l'intégriez, mais que vous pratiquiez une astrologie tropicale, occidentale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de cette inspiration de l'astrologie védique? C'est-à-dire que comme j'ai vécu, en tout, j'ai passé une 12aine d'années en Inde. Donc j'ai été vraiment imprégné, pas spécialement de l'astrologie védique en fait, mais de l'hindouisme, de la mythologie hindoue, que je connais beaucoup mieux que la mythologie grecque, que je trouve beaucoup plus signifiante parce que la mythologie hindoue a des volets spirituels. Le meilleur exemple que j'ai, voilà, moi je travaille, il est vrai, énormément sur les nœuds lunaires, et les hindous ont un mythe qui est le mythe du barattage de la mer de lait, c'est-à-dire du barattage de la Voie lactée, par les dieux et leurs cousins, qu'on appelle démons, mais ce ne sont pas des démons judéo-chrétiens, pour trouver le nectar d'immortalité. Et ce mythe raconte, entre autres, la naissance des nœuds lunaires. Et ce qui fait que lorsque l'on fouille cette mythologie qui est très riche spirituellement, et qu'on voit il y a des conceptions astrologiques qui sont comme enchâssées à l'intérieur de cette mythologie, eh bien, on tombe sur une inspiration astrologique spirituelle vraiment intéressante. Ce qui fait que j'ai repris ces inspirations, et c'est vrai que ma lecture des nœuds lunaires n'est pas du tout liée à l'astrologie humaniste ou karmique occidentale, mais elle est liée à l'astrologie védique, parce que j'ai trouvé dans cette astrologie et dans cette mythologie des sens très profonds et beaucoup plus applicables, on va dire, à la réalité. Par contre, l'astrologie védique en soi ne m'a pas inspiré. J'ai cherché évidemment à l'étudier, j'utilise les périodes planétaires hindoues aussi, les dashas, j'utilise ce genre de choses, c'est très très intéressant, ils ont des techniques extraordinaires, mais je préfère l'astrologie occidentale, donc avec beaucoup d'inspiration aussi de l'astrologie hellénistique, et de l'astrologie moderne contemporaine, c'est-à-dire bien entendu les transsaturniennes et ainsi de suite. Donc pour moi, je cherche depuis toujours à pratiquer une astrologie qui soit
à la fois philosophique et spirituelle, et qui puisse refaire le lien, entre autres, entre l'astrologie hellénistique et l'astrologie védique. Là aussi, on pourrait en parler pendant des heures, en fait. Ok, merci beaucoup Bernard. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts en astrologie? Comment est-ce que la vie vous y a amené et est-ce que cette rencontre avec l'astrologie correspond à un transit, une progression? Alors, en fait, mes tout débuts, voilà, j'étais étudiant en lettres. Je travaillais en plus et puis j'avais déjà donc développé une passion pour, on va dire, pour la spiritualité, spécifiquement du point de vue oriental. J'étais très inspiré par le livre des morts tibétains. C'est l'époque également où j'ai rencontré Krishnamurti qui m'inspire toujours énormément. Et puis j'avais deux amis qui poursuivaient un peu les mêmes recherches, donc que je voyais régulièrement. Et un jour, tout à fait bizarrement, l'un d'entre eux a acheté Yi King. L'autre, elle a acheté le traité pratique d'André Barbeau. Et moi, j'avais acheté tout le kit pour le tarot. Et puis on s'est réunis, on a fait des essais. Et lorsque mon tour est venu d'avoir un peu une petite lecture de mon thème astral, donc par une plus que débutante évidemment, j'ai été très déçu parce qu'elle ne me parlait que, voilà, j'ai beaucoup d'eau dans mon thème et donc elle ne me parlait que d'émotion, que de vulnérabilité, que d'émotivité. Et moi, voilà, j'avais 21 ans, je rêvais beaucoup de l'Inde, d'aventures, de grands voyages, et ça ne m'a pas plu. Et c'est là où Uranus a débarqué. Parce que plutôt que de, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, plutôt que d'aller voir un astrologue professionnel, ben, j'ai acheté moi-même le traité de Barbeau, j'ai monté mon thème, et je me suis mis à étudier l'astrologie. Et je me suis plus jamais arrêté. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, ça marche. Et à quel moment vous vous êtes senti prêt ou à quel âge pour exercer en tant qu'astrologue, à consulter vous-même? Alors là, c'est 3-4 ans plus tard. Ouais, 4 ans plus tard en fait. Ok. Donc là, j'étais en Inde, je voyageais. C'est l'époque où je suis resté le plus longtemps, où je suis resté 4 ans sans revenir en Europe. Et puis, j'étais dans le sud de l'Inde, j'étais à Rameshwaram. Donc j'avais des bouquins d'astrologie, j'étudiais, mais j'en étais arrivé, j'étais dans un cul-de-sac. À cause, je dois dire, d'une autodidaxie trop poussée. Uranus à l'ascendant. Et je tombe sur un jeune occidental, donc dans un temple, et qui me voit avec mes bouquins. Il me demande de regarder son thème astral. Et moi, je lui dis, bon, écoute, je fais les calculs, je te marque tous les aspects, et ensuite, bah, tu n'auras qu'à lire toi-même le livre. J'en étais arrivé là, et en fait, j'étais prêt à abandonner parce que ça n'allait plus du tout. J'étais dans un cul-de-sac. Et bizarrement, je tombe sur un Français qui voyageait, pourtant on n'était pas beaucoup là-bas, hein, surtout à cette époque-là et dans le sud de l'Inde comme ça, et qui me dit « Ah tiens, moi j'ai étudié un peu d'astrologie », et c'est vrai qu'il connaissait pas grand-chose, mais le fait est qu'on s'est retrouvés tous les trois à parler, à discuter, à regarder le thème un peu d'une autre façon, et d'un seul coup, tout est revenu. Et là-dessus, mais alors ça se passe très très rapidement, hein, 2 semaines plus tard, je fais un tour par Goa parce que j'avais laissé des affaires à une amie. Je tombe sur une Américaine qui avait tous les livres d'Alan Leo, l'astrologue anglais du début du siècle, qui me les prête. Je les avale à une vitesse absolument supersonique. Et quelque chose comme 1 semaine plus tard, une jeune femme, je me souviens même plus exactement de qui c'était, me demande de faire son thème. Et là, je lui interprète pour de vrai.
Encore maintenant, hein, franchement, encore maintenant, je ne m'explique pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, tout s'est mis en place dans ma tête et j'étais capable d'interpréter. Alors qu'un mois plus tôt, j'étais prêt à abandonner complètement l'astrologie. Et là, et après, il s'est passé encore un peu de temps, et comme je vivais en Inde, comme on était une famille un peu de vagabonds, on était quelques-uns à rester là-bas, hein, sans jamais rentrer, j'ai été surnommé Bernard l'astrologue. D'où le titre de mon blog. Et encore maintenant, dans un certain milieu, je suis appelé Bernard l'astrologue. Et là j'ai compris que ça y était, quoi. Que j'étais astrologue et que voilà, que j'aurais pas d'autre orientation dans mon existence. Incroyable, merci pour cette histoire, Bernard. J'adore. Et quelle est la réaction la plus surprenante ou la plus drôle ou la plus improbable que vous ayez déclenchée chez quelqu'un en lui annonçant que vous étiez astrologue? Je pense que parce que j'ai eu souvent des réactions de surprise ou des questionnements. Ah oui, parce que la plupart des gens me disent ah mais c'est la première fois que je rencontre un astrologue, c'est incroyable et tout ça. Et en fait, la réaction qui m'a le plus surpris, c'était une jeune femme parce que bon, je pratique le tango. Et donc, j'avais dansé avec elle, et puis on parlait un peu, là, sur la musique, et elle me demande ce que je fais, je lui dis astrologue, et là, elle m'a regardé avec un air de mépris absolu. Ah oui. Et c'est à peine si elle m'a pas traité de charlatan directement. Et bizarrement, parce que j'ai eu des réactions très positives, très intéressantes. Un chercheur, un vrai scientifique qui me posait plein de questions. Mais bizarrement, cette réaction-là m'a vraiment marqué. C'était très étrange, quoi. Vraiment bizarre. Comme quoi, voilà, on tombe sur des gens qui ont d'énormes préjugés de temps en temps. Mais je dois dire qu'en règle générale, à 99%, j'ai plutôt des réactions positives. Ok. Est-ce que vous auriez une anecdote de consultation à nous raconter? Oui, alors une anecdote, par exemple, donc là, si ça se passe également en Inde, c'était quelqu'un qui avait, je crois à l'époque, il avait 40 et quelques années, et il était né d'ailleurs, je me souviens, pendant la bataille de Stalingrad. Donc on voyait le thème astral très tendu, très dur, et j'avais fait les progressions, et je tombe sur quelque chose à l'âge de 27 ans, avec le retour de la Lune, et je lui dis, mais il s'est passé quelque chose avec une femme à l'âge de 27 ans. Et lui qui me dit, ah ben non, ça ne me dit absolument rien, je ne me souviens de rien, et bon, on continue, mais j'insiste quand même un peu, mais toujours rien. Et puis d'un seul coup, il me regarde et il me dit « Ah mais oui, à 27 ans, j'ai rencontré ma mère pour la première fois. Il avait été élevé à l'assistance publique, il avait été abandonné et sa mère était revenue dans sa vie à l'âge de 27 ans. » C'était vraiment marrant cette histoire. Ah ouais, oh, incroyable. J'ai des frissons. Ok, merci pour cette anecdote, Bernard. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait particulièrement marqué? Alors, vous nous en avez donné quelques titres juste avant, mais si vous ne deviez en garder qu'un, imaginez, vous, île déserte, vous n'en gardez qu'un qui vous aurait particulièrement marqué pendant votre parcours d'astrologue. Eh bien, comment alors? C'est un livre anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, parce que donc j'ai fait mes classes en Inde. Ce qui veut dire, c'est une des raisons, d'ailleurs, ça explique un peu mes spécificités astrologiques, parce que j'ai été complètement coupé du mouvement humaniste, de toutes ces choses, de l'astropsychologie. Et en Inde, on trouvait assez peu de livres, tous en anglais. Et il y a un ami qui m'a offert
Le livre, alors c'est un astrologue, je crois qu'il est américain, mais il a un nom gallois, Llewellyn, et je crois que ça se prononce Llewellyn, et qui a écrit un livre qui s'appelle A to Z Horoscope Maker and Delineator. Donc c'est un livre, c'est comme une Bible, parce qu'il est énorme. J'ai voyagé avec pendant 3 bonnes années, malgré le poids, et on trouve de tout. On trouve de très belles interprétations, l'historique des signes, les progressions des parallèles de déclinaison, de la mythologie, toutes les explications de l'astrologie classique de cette époque. Il ne manque que Pluton, parce qu'il a été écrit avant la découverte de Pluton. Mais ce livre, je m'en suis nourri pendant des années, et j'étais justement un peu coupé du mainstream qui se passait en Europe. Je me suis rattrapé plus tard, mais il m'a laissé cette impression. Et encore maintenant, si je devais me retrouver sur une île déserte, j'ai quand même l'impression que ce serait ce livre que je choisirais. Voilà. Ok, ben c'est noté. Merci pour ce conseil, Bernard. En parlant de conseils, est-ce que vous auriez un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de trouver, parce que bon, on étudie, on suit des méthodes, il y a des écoles, il y a des professeurs, on apprend l'alphabet, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est de la mécanique. Et il faut trouver dans l'astrologie un au-delà de la mécanique, quelque chose qui fait que quelque part on puisse rentrer dans le thème quasiment directement, que le thème nous parle. Et pour que le thème nous parle, il faut que les astres nous parlent. Et donc ce que je conseille souvent, c'est dès que vous le pouvez, si vous le pouvez, eh bien sortez la nuit, allez voir les planètes, regardez-les, et si vous ne vous sentez pas trop idiot à faire ça, mais parlez-leur. Soyez intime avec les astres. Songez que depuis des milliers d'années, vous appartenez à une lignée qui dure, mais en fait depuis la préhistoire, de gens, de chamans, d'anciens astrologues qui ont regardé Jupiter, qui ont regardé Saturne, qui ont regardé Mars, etc., comme nous pouvons les voir, comme nous les regardons, que nous regardons le même ciel qu'eux, et que nous pouvons établir une sorte d'intimité. Je ne veux pas faire de l'astrolatrie, c'est pas ça l'histoire, mais c'est notre matière. L'astrologie, ça ne s'étudie pas entièrement dans les livres et maintenant dans les ordinateurs. Il y a une réalité à toucher, et il faut la toucher avec son cœur, comme avec son intellect. Donc c'est un conseil que je donne souvent. Voilà. Ah oui, merci pour ce délicieux conseil, Bernard, que j'adore. Par quel fil vous commencez à tirer un thème? Alors là, tout dépend justement parce que, d'ailleurs, dans les séminaires, j'essaye de faire travailler un peu les gens là-dessus. Et effectivement, il faut trouver le bout d'un fil pour une interprétation. Et c'est pour ça que je travaille alors beaucoup sur les aspects dominants. Donc je cherche pas la dominante, il n'est pas question que je suive des méthodes avec des calculs de points et toutes ces choses. Ce qui se passe, c'est que je regarde le thème et je cherche, et souvent ça prend entre 1 et 2 minutes, pas plus, je cherche le ou les aspects dominants. Par exemple, si je vois, prenons un exemple, si je vois une lune au carré de Saturne, je considère que c'est une personne qui a vécu des insécurités pendant l'enfance, que la peur est un de ses problèmes, et je vais commencer par là. Et à partir de ces insécurités, à partir de ce que je vois, eh bien, je vais petit à petit emboîter toutes les autres significations, tous les autres aspects, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je cherche à mettre de l'ordre dans un thème. Un thème, nous le savons, ça se présente souvent de façon très chaotique et c'est rempli de contradictions.
et il s'agit de tout ordonner. Et donc moi, ma façon de procéder plutôt, passe par les aspects dominants. Ce qui fait que je peux commencer par l'ascendant, je peux commencer par n'importe quelle autre maison, par n'importe quel astre, je peux commencer par un demi-carré Vénus-Neptune, qui signifie entre autres la souffrance de ne pas se sentir aimé, et qui va jouer énormément sur toutes les motivations de la personne. Donc voilà, je peux passer par des tas de boue, on va dire, mais ça passe par les aspects dominants. Ok, merci Bernard. Question très simple, très facile. Vous utilisez quel logiciel? Alors, j'ai utilisé pendant des années d'abord Andromède et ensuite Orion, de Jean-François Faxin, qui malheureusement est décédé il y a relativement peu de temps, il y a 2 ans, je crois. Et je suis passé maintenant à Olympia, qui est le logiciel de Mathieu Conrad, avec qui je suis en relation et qui, je trouve, qui est absolument extraordinaire parce qu'il est très peu cher et il répond absolument à toutes mes attentes. Donc voilà, c'est Olympia et comme Mathieu est encore assez jeune, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser très très longtemps. Ok. Bernard, si vous pouviez passer une soirée avec un ou une astrologue, qu'il ou elle soit décédée ou vivante, ce serait avec qui? Tout est possible. Tout. Alors, il y a un petit groupe d'astrologues, mais qui passerait par l'astrologue américain Robert Schmidt, qui est décédé, lui, ça doit faire 3 ou 4 ans, et qui faisait partie de ce mouvement Hindsight. Donc, il a traduit beaucoup de textes du grec, entre autres les textes de Vettius Valens. Il a rétabli, non seulement il a rétabli des connaissances de l'astrologie antique, mais je crois qu'il a permis, dans ses travaux, de comprendre vraiment la genèse de notre astrologie. Ce qui fait que, alors moi je rêverais d'un repas, en tout cas d'un partage, avec un mathématicien grec dont parle Robert Schmidt, qui s'appelait Eudoxe de Cnide, et qui serait sans doute à l'origine de tout notre zodiaque, vous savez, de toute l'organisation du Thema Mundi et de tout ce que nous utilisons, de Vettius Valens, parce que c'est un peu le pendant à Ptolémée. Ils sont contemporains, mais Ptolémée est beaucoup plus un scientifique avec une vision causale très prononcée, alors que Vettius Valens, c'est beaucoup plus mystique, on va dire. Et puis Robert Schmidt, bien sûr, parce que j'ai gardé une très très grande admiration pour les travaux qu'il a fait. Voilà. Ok. Bon, eh ben j'imagine que vous allez passer une excellente soirée. Ça pourrait être extraordinaire. Le 24 janvier, à 20h, on aura la chance de pouvoir vous écouter dans une webconférence VDAF que vous avez appelée « Les joies planétaires et le sentier céleste ». Est-ce que vous pourriez nous en toucher un mot? Oui, alors justement, ça fait partie des travaux, de mes travaux personnels, à partir des travaux de ce renouveau de l'astrologie hellénistique. Et ce qui me permet, je pense que ça me permet de créer un lien entre la philosophie, je dis bien la philosophie de l'astrologie védique, et l'astrologie hellénistique, en passant par des gens comme Platon, ce fameux Eudoxe de Cnide, et ainsi de suite. Alors pourquoi? Parce que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie hindoue. Beaucoup d'astrologues occidentaux se sentaient un peu complexés, dans le sens que l'astrologie grecque, notre astrologie, on va dire, à cause du christianisme et d'autres influences, eh bien, avait totalement délaissé le côté spirituel.
Et en fait, quand on étudie les joies planétaires, donc les joies planétaires qui sont des dignités, mais pas de signes, mais de maisons, telles que je les ai étudiées, c'est un des gros travaux que j'ai fait, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un sentier spirituel qui est inscrit dans ces dignités particulières. C'est-à-dire qu'on est, on est dans ce que j'expliquais tout à l'heure, on est dans la verticalité. Les joies planétaires, c'est une façon de lire la verticalité du thème astral, à travers les maisons, à travers toute une construction. Et ça nous montre que notre astrologie a des racines tout aussi spirituelles que l'astrologie hindoue. Simplement, nous en avons été coupés pendant très très longtemps. Et en ce moment, petit à petit, il y a moyen de les redécouvrir. Donc c'est ce que je fais avec les joies planétaires et c'est ce que je vais tenter d'expliquer lors de ce webinaire. Ok, ben moi j'ai hâte d'y être. Rendez-vous donc le 24 janvier à 20h sur Zoom, donc inscription nécessaire sur le site de l'AFDAF, et pas le 24 janvier à 19h58, s'il vous plaît. Marc, que l'on embrasse au passage, vous en sera très reconnaissant. Il y en a toujours 2 ou 3 qui s'inscrivent à 19h58. Et Bernard, vous interviendrez aussi comme conférencier lors du congrès de VDAF de Montbrison le 13 avril prochain. Le thème du congrès, c'est l'astrologie, un voyage au cœur de soi. Et est-ce que vous pourriez nous toucher un mot de votre propre conférence à vous lors de ce congrès, votre intervention? Oui, alors donc je dois parler de ce qui me travaille beaucoup depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de l'astrologie vue d'en haut. C'est encore une fois, bon, j'aime beaucoup tous les travaux d'astrologie psychologique et ainsi de suite. Je pense que l'astrologie est un outil de connaissance des mécanismes psychiques extrêmement sophistiqués. Mais ce que j'aime, c'est l'astrologie dans son lien avec le sens même de la vie. C'est-à-dire réaliser que l'astrologie, c'est peut-être actuellement le seul domaine de recherche qui permette de totalement associer la matière, c'est-à-dire les astres, c'est-à-dire les étoiles, c'est-à-dire le cosmos, au sens, et spécifiquement au sens de nos destinées. Et ça ne se fait pas par le biais d'une croyance ou d'une révélation religieuse, mais par la matière astrologique elle-même, donc par les thèmes astraux, par les interprétations, par les synastries, par tout ce que nous regardons. Ce qui fait que, voilà, je vais intervenir sur l'astrologie et la quête du sens, puisque je considère que l'être humain, une fois qu'il a pallié aux nécessités essentielles, se vêtir, manger, se loger, eh bien, est en recherche de sens. D'où les religions, d'où les philosophies, mais aussi l'art, mais aussi les rites funéraires, tout ce qui fait l'être humain, en tout cas ce que l'être humain a de meilleur. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je vais intervenir à Montbrison en 2024. Ok. Bernard, si vous pouviez laisser ici une question pour l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Et je lui poserai de votre part. Ben, justement, la question, surtout pour un astrologue confirmé, eh bien, j'aimerais savoir s'il lui arrive ou s'il leur arrive de parler aux planètes, de regarder, de sortir, de regarder Saturne, là, quand il est bien visible, de l'appeler grand-père ou je ne sais pas quoi. Moi, je l'appelle grand-père, en fait. Je trouve que c'est une bonne approche pour Saturne. Et de parler à Saturne. Est-ce que ça peut leur arriver? Je serais curieux véritablement de le savoir.
Ok, ben je note et ce sera posé. Je vois d'ailleurs votre télescope derrière. Moi, j'ai mes petites jumelles que j'adore aussi et elles sont jamais bien loin. Mais le C'est très très télescope, bien là, les jumelles, c'est très très bien. Pour regarder la Voie lactée, c'est fantastique. On se noie dans la poussière d'étoiles, là, c'est Ah, magnifique. Et vous savez, là, j'avais mis cette anecdote une fois, j'avais publié cette anecdote. Alors, je ne sais plus exactement quelle année, mais il y a une dizaine d'années. La dernière conjonction, donc ça doit faire 13 ans, un truc comme ça, c'était la dernière conjonction Jupiter-Uranus. Et cette conjonction Jupiter-Uranus s'était faite sur le zéro du bélier, il me semble. Mais en tout cas, ce qui m'avait intéressé, c'est que grâce à Jupiter, la conjonction, donc la déclinaison était la même, la longitude était la même, eh bien j'ai pu trouver Uranus avec des jumelles. ah, Ouais. Ce qui n'est pas évident, d'accord, hein, c'est pas évident. Et je oui, l'ai trouvé ah oui. grâce à cette conjonction, mais alors ça m'a rendu heureux. Ah bah, Ça a j'imagine. été une grande jouissance. Ah, j'imagine tellement. Alors, Bernard, maintenant, je vais vous poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé avant vous vous a laissée. Donc, il D'accord. s'agit de Fabienne Tanti qui vous demande quelle est la particularité que vous avez en tant qu'astrologue et à laquelle vous tenez. C'est-à-dire la particularité, dans quel sens en fait? Ben, en fait, qu'est-ce qui vous différencie quelque part des autres astrologues? Qu'est-ce qui fait que Bernard l'astrologue, c'est Bernard l'astrologue et cette différence à laquelle vous tenez, cette unicité que vous avez en tant qu'astrologue? Alors, je pense que ça tient à ma conjonction Uranus-Ketu, mais que depuis mes toutes premières expériences d'astrologue, j'ai une certaine capacité à instiller une révolution dans la destinée et dans la vie des gens. Et j'ai de nombreux courriers de réactions, etc., qui l'attestent. Parce que, et je pense que c'est normal, c'est parce que je projette ou je cherche à projeter, c'est à la fois conscient et inconscient. Ce qui me travaille depuis le début de l'existence, c'est cette conjonction Uranus-Ketu à l'ascendant. Hein, c'est comme une révolution permanente. Et je cherche à instiller, à vraiment transmettre cette révolution aux gens pour lesquels je travaille. Et je pense que c'est bien sûr, et ça fait partie de la réponse, c'est l'influence de Krishnamurti. Parce que Krishnamurti a quand même m'a transmis cette révolution. Quand j'ai découvert Krishnamurti et l'astrologie en même temps, c'est pas un hasard. Et lorsque j'ai commencé à étudier Krishnamurti, c'est devenu une obsession. C'est-à-dire la capacité, la compréhension que l'on pouvait changer complètement, totalement, radicalement, à partir de l'intérieur de soi, sans aucun maître ou quoi que ce soit. Et je cherche à transmettre cela dans la lecture du thème. C'est-à-dire que quand je lis un thème, j'explique comme tout le monde, etc. Mais il y a cette notion de sentier et il y a cette notion d'organiser la personne autour de cette mise en ordre, de ce sentier qui fait que il a une vision, il a une visualisation entièrement sublimée de lui-même ou d'elle-même. Et je sais que je réussis souvent à avoir une véritable efficacité de ce côté-là. Ok, bon, merci Bernard pour cette réponse à la question de Fabienne. Alors, j'ai une dernière question qui concerne l'AVDAF. Est-ce que, déjà, qu'est-ce que l'AVDAF vous apporte au quotidien et est-ce que vous auriez, pourquoi vous y avez adhéré et est-ce que vous auriez une idée un petit peu folle ou moins folle pour l'AVDAF dans les prochains mois ou prochaines années? Alors, je ne peux pas dire véritablement au quotidien, mais pour moi, ce qui s'est passé, encore une fois, c'est qu'en tant qu'autodidacte, en tant que personne qui a été coupée
totalement coupé pendant de très nombreuses années des mouvements astrologiques, en fait, je me suis affilié à l'AFDAF afin de reprendre le contact et de pouvoir travailler dans un cadre collectif, de faire avancer la recherche, de faire avancer la transmission. Et c'est bien ce qui s'est passé. L'AFDAF m'a vraiment donné l'occasion, par le biais de conférences, par le biais de webinaires et ainsi de suite, de transmettre ce que j'avais à transmettre. Et j'espère vraiment continuer de plus en plus à collaborer avec cet organisme. Et une idée véritablement folle, alors je ne peux pas dire que j'ai une idée véritablement folle, j'aimerais bien qu'on retrouve un vrai forum, parce que je m'étais intéressé à l'AFDAF, mais alors il y a très longtemps, mais j'étais tout le temps, Internet marchait assez mal, et puis j'étais toujours ou en Asie du Sud-Est ou je ne sais quoi. Mais il y avait quand même un forum, et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là qui permette d'échanger, et là justement au quotidien. Mais il faudrait trouver une formule, parce que si c'est pour faire des forums comme on voit sur les réseaux sociaux, où c'est souvent du grand n'importe quoi et tout ce qui intéresse les gens, c'est de parler de leur propre thème, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. Par contre, un forum qui nous permette de faire avancer la recherche, moi je rêve depuis toujours que l'astrologie se hisse au niveau des sciences modernes, pas dans son contenu, le niveau nous l'avons, mais dans les échanges, dans les publications, dans les discussions, et que nous puissions ainsi, alors je fais ça déjà un peu à l'international, et l'AFDAF, je pense, devrait avoir un rôle très intéressant, très important, au niveau, pas uniquement français, mais francophone, effectivement. Ok. Merci beaucoup, Bernard. Bon, ben voilà, mais c'était ma dernière question. Le temps a filé très vite. Un grand merci pour le temps que vous m'avez consacré. Et puis, ben, je vous dis au 24 janvier pour votre web conférence VDAF. D'accord. Et puis moi, de mon côté, merci pour cette invitation. Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir partager. C'est pas seulement justement partager des connaissances astrologiques, mais c'est intéressant de pouvoir partager des anecdotes. En fait, que de faire un peu comprendre aux gens relativement extérieurs la richesse du monde astrologique, la richesse de ce que nous pouvons vivre au quotidien. Donc, merci pour cette opportunité. Avec plaisir, Bernard. Excellente journée à vous.